Masechet Nida, résumé du Daf Memtet. La Mishnah, la Gemara commence par ce qu'on a vu dans la Mishnah, une répétition à propos du cas d'une fille qui a été vérifiée. Et on a trouvé qu'elle avait le siman de la poitrine, comme quoi elle est déjà grande, mais elle n'avait pas encore le siman des poils d'en bas. Et là-dessus, on a vu le marroquet dans la Mishnah, est-ce que c'est suffisant ou pas? La Mishnah s'est expliquée à 2 reprises, en se répétant en disant que la raison pour laquelle, selon les Chachamim, le siman de la poitrine est suffisant, parce qu'il est impossible que le siman d'en haut, donc de la poitrine, arrive avant le siman d'en bas. Si le siman d'en haut est arrivé, il est clair, il est évident qu'elle est déjà de là, que le siman d'en bas il est déjà arrivé, simplement les poils ont dû tomber. Et la Gemara demande, mais pourquoi cette répétition? Répond la Gemara 2 réponses. Première réponse, c'est pour nous dire que la halakha elle est comme ça. Elle est comme le siman de Hamar, comme le Tana qui pense que le siman d'en haut est suffisant. Malgré que nous avons des psukim qui renforcent a priori le Tana qui dit que le siman d'en haut est insuffisant, il risque d'arriver avant le siman d'en bas. La Mishnah vient se répéter en disant non, sache que c'est comme ça la halakha. Le siman d'en haut est la preuve que le siman d'en bas est déjà arrivé. Et donc c'est suffisant. On sait qu'elle est gdola. Deuxièmement, répond la Gemara, en réalité cette phrase-là n'a été répétée que pour la suite, que pour la Mishnah suivante, pour faire le rapport entre notre Mishnah et la Mishnah suivante. On voit toutes sortes de halachot où nous avons un cas qui dépend de l'autre, mais l'autre qui ne dépend pas de l'un. Comme ici, on a dit, le siman d'en bas ne dépend pas de celui d'en haut, il peut arriver avant celui d'en haut, mais le siman d'en haut dépend de celui d'en bas. Il ne peut pas arriver avant le siman d'en bas. Et de même, la Mishnah suivante nous ajoute encore 3 halachot qui ressemblent à cela. Et les Mishnah d'après encore. Donc la Mishnah maintenant suivante, qu'est-ce qu'elle nous dit? Nous avons un kli cheres, un récipient en argile. Le récipient en argile, évidemment, il est mekabel touma. S'il a été percé, il a été fendu, eh bien, il se peut un trou d'une taille qui fait fuir de l'eau de l'intérieur, mais qui ne peut pas encore faire pénétrer de l'eau de l'extérieur vers l'intérieur. Il se peut par contre un trou qui est tellement grand qui fait même rentrer l'eau de l'extérieur vers l'intérieur. La Gemara va expliquer quelle est la différence entre l'un et l'autre. Demain, continue la Mishnah et nous dit, il se peut un membre, un doigt, qui a l'ongle. S'il a l'ongle, il est clair qu'il a l'os. S'il a l'os, il n'a pas forcément l'ongle. La nafkamina sera à propos de la touma. Que s'il a l'ongle et l'os, c'est un membre complet, qui rend tamé toute la pièce si c'est un membre d'un mort. Même s'il n'y a pas un kazaïd de chair. Tandis que s'il n'y a pas l'ongle, alors ni un kazaïd de chair, il ne rendra donc tamé que celui qui l'a touché ou porté, mais il ne rendra pas toute la pièce tamé. Sauf si vraiment, ce doigt en trop là, il est vraiment sur la même rangée des autres doigts, où là, c'est comme un doigt normal qui rend tamé de toute façon. Ensuite, la Mishnah nous dit, nous avons quelque chose qui est tamé midras, c'est-à-dire qui est tamé pour le zav quand il s'est assis ou couché dessus, ça le rend tamé, et toute chose comme ça, évidemment, reçoit de la touma d'un mort. Tandis qu'il y a une chose qui reçoit la touma d'un mort, mais qui ne reçoit pas la touma d'un midras à zav. Que si le zav s'est assis ou couché dessus, ça n'arrivera pas à un degré de touma comme le midras à zav, qui rend tamé même les hommes et les objets que ça va toucher. De quoi il s'agit? La Gemara va expliquer qu'il s'agit d'un récipient qui ne sert pas à s'asseoir ou à se coucher dessus. Et c'est là où on est en train de dire que puisque ça ne sert pas à ça, alors ça n'a pas de toumat midras, ça ne peut avoir qu'une toumat met. La Gemara explique le premier cas de la Mishnah, on n'a pas expliqué encore. Donc on a vu la différence entre une petite fuite et une grande fuite. Si le trou il est petit, c'est une halakha. S'il est grand, c'est une autre halakha. Quelle est la différence entre ces halakhot-là? Alors la Gemara dit comme ça. Si le trou est petit, alors il est caché en tant que récipient de meichatat. C'est-à-dire, on peut mettre dedans l'eau de source dans laquelle est mélangée la cendre de la vache rousse. Et de cette manière-là, on pourra purifier ceux qui sont tamés pour un mort. Tandis que si le trou est plus grand que ça, et l'eau peut même pénétrer de l'extérieur vers l'intérieur, ce ne sera pas soul, même pour ça. Ce ne sera pas soul, donc, pour l'eau de la vache rousse. La Gemara continue et dit dessus, encore une halakha, un kli en argile, une marmite en argile, disons,
si le trou était si le trou est suffisamment grand pour que l'eau puisse pénétrer, alors c'est tahor. Mais si le trou est trop petit, c'est tamé. Tandis qu'un morceau d'argile qui a déjà été cassé, là, même si le trou il est tout petit, il ne fait que fuir de l'eau, il est déjà tahor. C'est plus un cli, il est déjà tahor. La Gemara ramène ensuite une braïta qui nous donne plusieurs manières de vérifier comment savoir si l'eau peut pénétrer de l'extérieur vers l'intérieur. Et on a même une marloquette dans cette braïta, à savoir, est-ce que si j'appuie la marmite dans une bassine pleine d'eau et que ça fait monter l'eau dans la marmite, est-ce que c'est suffisant pour dire, voilà, le trou il est trop grand et que la marmite elle est théora, ou c'est insuffisant? Il faudrait faire le contraire. Il faudrait retourner la marmite, mettre de l'eau dessus et voir si ça pénètre à l'intérieur ou pas. La Gemara donne encore quelques autres simanim pour reconnaître que le trou est suffisamment grand qu'il puisse même faire entrer de l'eau de l'extérieur vers l'intérieur. Passons à la Mishnah suivante. La Mishnah nous donne encore une halakha qui ressemble à toutes ces halakhot-là. Et la halakha dit, tout celui qui est kasher pour juger des nefashot, pour juger des âmes, pour savoir si quelqu'un il est condamné à mort, il est chayav mita ou pas, eh bien, il est clair qu'un juge pareil, il peut juger aussi des questions d'argent. Mais il y a un dayan, un juge qui peut juger que des questions d'argent, mais pas des questions de nefashot. De qui il s'agit? La Gemara explique qu'il s'agit du mamzer et du ger. Le mamzer et le ger, le converti, les deux peuvent juger des questions d'argent, mais ne peuvent pas juger la vie d'un homme s'il est chayav mita ou non.